Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Guillaume Lacroix, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller régional, mais surtout président du PRG depuis 2019, à ce titre tête de liste aux élections européennes. Alors pour l'instant, on n'a pas beaucoup entendu parler de vous dans la campagne. Il faut dire que votre liste est annoncée à 0% dans les sondages. Quel sens ça a de se présenter? Alors déjà à 0%, je ne sais pas où vous l'avez trouvé. Moi, j'en ai pas trouvé récemment à 0%. Et heureusement, d'abord, ça a toujours un sens de se présenter à une élection quand on a quelque chose à dire. Par ailleurs, nous sommes la seule gauche qui n'a pas voulu aller dans la NUPES, la seule gauche qui n'a pas voulu se renier et renoncer en pactisant avec l'extrême gauche et avec LFI, la seule gauche qui a accepté de perdre des députés et donc d'avoir une certaine crédibilité et un certain courage à affronter les éléments au moment des législatives. Aujourd'hui, nous poursuivons cette ligne politique. Et vous savez, moi, je viens d'un territoire rural. C'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses. Alors, ne regardez pas trop les sondages, regardez la campagne. Vous verrez que ça bouge. Alors, parlons de regarder la campagne. Est-ce que ce soir, vous serez devant votre télé pour regarder le débat entre Gabriel Attal et Jordan Bardella? Alors, je n'ai pas vraiment le temps parce que je suis en campagne tous les jours. Par ailleurs, moi, c'est l'électorat de Jordan Bardella auquel je parle. Je fais campagne en dehors des métropoles, dans la France qui doute, la France des invisibles, la France de celles et ceux qui se sentent relégués, la France de celles et ceux dont on ne parle jamais. Aujourd'hui, aux européennes, vous assistez à un derby de la France qui va bien, entre M. Glucksmann et Mme Ayer. Et puis les médias nationaux laissent comme seule alternative Bardella si on n'est pas d'accord avec les deux premiers. Eh bien moi je ne crois pas à cette version de la démocratie. Donc je fais campagne en dehors des métropoles, tous les jours, partout. Hier j'étais avec des pêcheurs dans l'Aude. Moi je crois que c'est comme ça que la gauche peut revenir au pouvoir, en repartant de la base, des territoires, en parlant vrai, en parlant réel, en allant à la rencontre de ceux qui sont en colère, en acceptant de se faire engueuler. Moi, c'est ce que je fais tous les jours, mais je pense que c'est plus utile que de faire des meetings avec des gens déjà convaincus et qui finalement ne se posent pas beaucoup de questions sur leur avenir. Quand vous voyez Jordan Bardella qui est lui annoncé très haut dans les sondages, à plus de 30%, qu'est-ce que ça dit de l'état du pays? Ça dit qu'aujourd'hui le pays a peur, qu'il est en doute. Vous savez, Bardella, c'est le village gaulois sans la potion magique. C'est C'est votre celui. formule très Astérix. Mais parce que c'est vrai, parce que c'est quelqu'un qui a peur en fait. C'est quelqu'un qui a peur de tout et qui dit bah, la seule solution c'est de s'enfermer entre nous. Il vous dit pas comment on va manger, il vous dit pas comment on va travailler, il vous dit pas comment on va s'en sortir, mais il vous explique ça ira mieux parce qu'on sera enfermé dans nos frontières. Moi je crois que les problèmes il faut les affronter. Je crois qu'en politique on n'est pas là pour foutre la trouille aux gens. On est là pour répondre aux peurs. Et on est là pour apporter des solutions crédibles. Et c'est ce que nous essayons de faire dans cette campagne avec des propositions qui ne sont que des propositions concrètes et précises et du quotidien. Alors, on va parler de vos propositions, mais juste une dernière question politique pour finir. Vous avez dit que vous êtes la gauche anti-NUPES, vous essayez de séduire les déçus du macronisme de gauche, mais quand vous voyez un Raphaël Glucksmann qui est sur ce même terrain politique qui talonne Valérie Ayer, est-ce que ça fait sens de garder votre candidature? Mais Raphaël Glucksmann a annoncé qu'il était dans une logique d'union de la gauche avec LFI après les élections. Sa seule exclusive, c'est de dire pas Jean-Luc Mélenchon. Donc ça veut dire avec Madame Panot, avec Madame Obono, avec Madame Soudet, avec Monsieur Caron, avec Monsieur Boyard. Mais ça suffit la gauche qui fait honte. Ça suffit la gauche qui agite des débats qui ne concernent que le centre-ville de Paris. Ça suffit la gauche qui renie la laïcité. Ça suffit la gauche qui renie la République. Vous trouvez que ça ne fait aucun sens? Moi, je pense que ça a tout son sens aujourd'hui. Alors, quel espace politique vous essayez d'ouvrir? Ce sera forcément à gauche dans l'antimacronisme, mais pas avec les forces majoritaires à gauche aujourd'hui. C'est une gauche des territoires, un centre-gauche, une gauche du réel, une gauche du concret, enfin une gauche qui s'occupe de la vie des gens en fait. Ce qu'elle ne fait plus depuis des années. Je ne sais pas si vous avez remarqué que la gauche était incapable de gouverner depuis des années. Je ne sais pas si vous avez remarqué que quand vous faites le total gauche aujourd'hui dans le pays, il Elle n'y a a le aucune pouvoir chance que nous à gouvernions. Lyon, à la métropole et dans beaucoup de collectivités locales, la gauche. Non, mais je vous parle du pays, moi, monsieur. Vous pouvez avoir un tropisme lyonnais que je connais bien, mais il n'empêche que le pays, dans le pays, et venez avec moi sur les terrains, en dehors du centre-ville, venez avec moi et vous verrez ce que pense la France de la gauche aujourd'hui. Moi, je crois que je fais œuvre utile avec mon équipe enracinée dans les territoires et qui parle vrai. En parlant un peu de vos propositions, vous avez dit que vous faites une campagne dans les territoires. Il y a quand même des mesures qui résonnent particulièrement dans l'agglomération lyonnaise. On a entendu un Airbus du médicament. Qu'est-ce que cela signifie? Bah, cela signifie qu'en Europe, qu'on vend comme étant la première puissance mondiale, on ne trouve plus de paracétamol, d'amoxicilline, parfois même de traitements contre le cancer ou de traitements contre le diabète dans nos pharmacies. Et ensuite, on voudrait dire aux gens qu'il faut voter pour une Europe plus forte. Eh bien, nous, disons, il faut que l'Europe soit justement plus forte
pour permettre de répondre à ces questions. En Europe, on a su fabriquer des avions dans le cadre d'un dispositif spécifique, particulier de dérogation aux règles de la concurrence. Ce statut s'appelle Airbus. Et donc, ce que nous proposons simplement, c'est de faire un Airbus du médicament qui nous permette d'aller de la recherche jusqu'à la production, à la fois pour les médicaments qui sont désormais hors brevet, mais aussi pour ceux que nous allons inventer demain. Donc, sortir de la concurrence entre les géants de la pharmacie en Europe pour un géant qui serait public-privé européen. Oui, c'est surtout rapatrier en Europe les molécules et les principes actifs. Aujourd'hui, nous sommes totalement dépendants. Toutes les molécules et tous les principes actifs sont en Asie. Nous dépendons aujourd'hui pour avoir du Doliprane principalement de l'Asie. C'est un vrai sujet. Je disais des propositions qui résonnent dans la métropole. Vous voulez même créer un statut de citoyen métropolitain pour donner une priorité dans l'achat des logements. Ça marcherait comment? Alors, citoyen non, mais résident oui. Effectivement, aujourd'hui en France, mais partout en Europe aussi, dans les métropoles et les zones tendues, il y a une injustice majeure. C'est que vous êtes amené à travailler dans ces territoires, vous êtes amené à vous y déplacer, mais vous ne pouvez jamais vous y loger. D'abord parce que la production de logements est à l'arrêt, ensuite parce qu'il y a une spéculation immobilière. Ce que nous proposons, nous, c'est que dans le pacte vert européen, il y ait un volet logement qui soit ajouté avec un statut de résident de métropole et de zone tendue, qui vous donne priorité pour acheter votre domicile principal. Cela permet de lutter contre la spéculation immobilière et vous permet surtout de vous rapprocher de votre travail. Les propriétaires pourront toujours proposer plus cher des tarifs que les résidents métropolitains ne pourront pas payer. Si vous avez un système de priorité, ça veut dire que vous empêchez la surenchère. Et donc, vous luttez contre cette spéculation immobilière. Vous savez, aujourd'hui, il y a déjà des lois qui contraignent la propriété. Je pense par exemple au fait que le gouvernement a fait voter une loi qui vous interdit de louer votre logement s'il ne répond pas à l'étiquette thermique qui convient. On est dans cette logique-là. Il y a aujourd'hui un besoin de répondre à cette population qu'on oblige à venir travailler dans les métropoles parce qu'il n'y a plus d'employeurs, mais à qui on dit il faut retourner vivre à 1 heure, à 2 heures, parce que ce n'est pas fait pour vous, la vie dans les métropoles. C'est absolument insupportable. Mais c'est une priorité, c'est comme quand il y a un locataire, il est prioritaire pour acheter son logement, mais ça ne lutte pas contre l'inflation des prix. Bien sûr que si, puisque toutes celles et ceux qui seront résidents de métropole sont prioritaires. Tant que l'ensemble des gens prioritaires n'ont pas donné leur avis sur la vente du logement, ça bloque le prix, ça bloque la capacité à la surenchère, ce que je vous disais, et ça permet surtout, au bout d'un certain temps, de revoir le prix à des prix du marché corrects. Dans les propositions que vous faites aussi, il y a une réforme de la PAC, un peu l'impression comme c'est comme tous les candidats, alors que la PAC, elle est souvent dictée par les intérêts français. Alors quelle est, vous, la réforme que vous souhaitez? Comme beaucoup, l'harmonisation des normes de production, parce que c'est insupportable pour les agriculteurs d'être soumis à des normes de production qui ne sont pas les mêmes que leurs voisins européens, et de se retrouver donc dans des concurrences incroyables, alors qu'on parle d'Union européenne et de politique agricole commune. Si elle est commune, il faudrait qu'elle le soit vraiment. Notre spécificité, c'est, je Ça, c'est crois... parce qu'il y a des normes en plus en France. Oui, mais enfin, si vous faites une politique agricole commune, donc commune, il y a commune. Et par ailleurs, notre spécificité, c'est d'avoir l'idée que la politique agricole commune doit être régionalisée dans ses aides. Aujourd'hui, vous avez une entrée principale par l'aide à l'hectare. Ça peut aller très bien dans les zones de plaine céréalière. C'est beaucoup plus compliqué dans d'autres types d'agriculture. Ces autres types d'agriculture, aujourd'hui, elles sont aidées au titre de ce qu'on appelle de compensation du handicap. C'est pas un handicap de faire de la polyculture élevage en montagne. C'est pas du handicap d'être dans des productions spécifiques. Au contraire, ça doit être une aide adaptée. Et aujourd'hui, c'est ce que nous proposons. Un mot pour finir sur le conseil régional. On a appris que Laurent Wauquiez refuse toujours de communiquer la liste des invités au fameux dîner des sommets, malgré une injonction de la justice. Est-ce que ça vaut le coup de continuer à porter le fer avec Laurent Wauquiez sur ce sujet-là, alors que l'opposition semble avoir du mal à se faire entendre? L'essentiel, c'est de défendre l'intérêt des habitants d'Auvergne-Rhône-Alpes et évidemment les dépenses publiques. Laurent Wauquiez se pose en maestro de la gestion publique tout le temps. Il vous explique que c'est la région la mieux gérée de France tout le temps. Qu'il le prouve. Qu'il le prouve, y compris dans ses actes. Et quand il fait ce type de dîner, je ne vois pas l'intérêt de cacher la liste, sauf si on reprend l'adage de Martine Aubry, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Guillaume Lacroix, je vous remercie. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.